Carte sur table, une émission proposée par Hype FM. Carte sur table, Hype FM-ի շաբաթօրյա հայտագիրը։ Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Carte sur table. Depuis près de 200 jours, l'Azerbaïdjan a pris en otage les 120 000 Arméniens d'Artsakh. Elle n'a toujours pas relâché les prisonniers de guerre, elle n'a toujours pas reconnu l'intégrité territoriale de l'Arménie et mène depuis plusieurs semaines une guerre d'usure sur les frontières pour grignoter petit à petit des morceaux de territoire de l'Arménie dans le Sunnik, le Gerarkounik, le Tavush ou l'Ararat, et pour établir le corridor extraterritorial dont elle rêve avec la Turquie. Depuis le 23 avril, elle a établi un checkpoint illégal sur le pont de Hakkari dans l'entrée dans la nouvelle route d'accès à l'Artsakh qu'elle avait obtenue il y a un an après la restitution de Belzor et d'Aravno, qui était la route classique pour se rendre à Stepanakert, promettant l'usage sans entrave de cette route passant par Hakkari. Pression diplomatique de la France et de l'Union européenne, voire des États-Unis, pression de la Russie, décision de la Cour internationale de justice, décision de la CEDH, rapport des défenseurs des droits, saisine du Conseil de sécurité de l'ONU, résolution du Parlement européen, résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rien n'y fait. L'Azerbaïdjan ne cède à rien, ne négocie rien, attendant que l'Arménie cède, elle, encore un peu plus. En attendant, plus personne ne parle du droit de l'Artsakh à l'autodétermination, pas même l'Arménie, qui a remplacé ce terme par le droit et la sécurité des Arméniens d'Artsakh. Que reste-t-il légitimement du processus d'indépendance de l'Artsakh et de son autodétermination ? Quels sont les leviers juridiques et diplomatiques sur lesquels l'Artsakh et l'Arménie peuvent s'appuyer pour forcer l'Azerbaïdjan à lever ce blocus ? Quel est le poids de ces institutions juridiques et diplomatiques internationales face au pouvoir gazier et pétrolier de l'Azerbaïdjan ? Autant de questions que nous aborderons ce matin avec nos invités. Vincent Nuret, vice-bâtonnier du barreau de Paris, qui s'est rendu à plusieurs reprises sur place pour constater dans les zones de frontalières. Rafik Alfayan, juriste, expert en droit international, membre fondateur du Centre arménien de droit international et d'études stratégiques. Et Irina Ovsepian, analyste politique, membre du cercle d'amitié France-Artsakh. L'émission Carte sur table est à suivre sur les ondes de Hype FM, en direct ou sur notre live Facebook ou YouTube. Ce programme sera également disponible en live audio et vidéo et en podcast sur notre site internet. Une rediffusion sera faite demain matin dimanche à 9h20. Mesdames et messieurs, bonjour. 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 Alors, premier point, vous qui avez toutes et tous des éléments de droit, on parle depuis 1991 de l'indépendance, du processus d'autodétermination de l'Artsakh, et pourtant depuis la guerre de 2020, depuis le 9 novembre, on a l'impression que tout ça est un peu tombé à l'eau. Est-ce que reste-t-il de ce droit de l'Artsakh à l'autodétermination ? Peut-être Rafik Alfayan pour commencer. Est-ce que vous souhaitez que je rappelle d'abord dans quelles conditions Tout à fait. l'Artsakh a déclaré son indépendance. Donc, sur un plan purement juridique, la constitution de l'URSS, qui avait été la dernière qui a été adoptée le 7 octobre 1977, donc affirmait dans son article 87 que la République autonome du Nagorno-Karabakh appartient à la RSS d'Azerbaïdjan. Et elle précise en son article 78 que le territoire d'une république fédérée, ce qui inclut les territoires d'entités autonomes, ne peut être modifié sans l'accord de la dite république. Le Soviet suprême de l'URSS a confirmé cette règle le 18 juillet 1988 et le 2 septembre 1991 le Soviet du Karabakh annonce la République du Haut-Karabakh constituée d'un certain nombre de territoires. Le 25 novembre 1991, le Parlement azerbaïdjanais abolit l'autonomie dont bénéficiait le Karabakh. Le 28 novembre, et ça c'est important, le comité de contrôle constitutionnel de l'URSS rétablit le statut d'autonomie d'avant 1988. Et c'est à ce moment-là que le Karabakh a organisé son référendum
et qui a donné suite donc à la déclaration d'indépendance. Donc sur le plan juridique, donc purement légal, donc les autorités du Karabakh ont parfaitement respecté les lois de l'Union soviétique. Cela étant dit, nous savons très bien qu'un référendum qui aboutit à une telle décision peut être contesté. Ça a été le cas, rappelez-vous, récemment en Espagne. Le gouvernement fédéral espagnol a refusé donc le résultat du référendum catalan. C'est arrivé au Québec. Et là, c'est pas le gouvernement fédéral qui a décidé, mais c'est la Cour suprême fédérale canadienne qui a décidé que le référendum québécois ne justifiait pas une sécession. Pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Ils ont fixé les conditions dans lesquelles une région donc fédérée pourrait faire sécession du Canada. Irina Ovsepian, vous qui êtes d'Artsakh, comment le peuple d'Artsakh vit cette autodétermination, ce droit, cette volonté d'autodétermination? Elle reposait aussi quand même sur une volonté déjà à l'époque de l'Azerbaïdjan de détruire, de faire partir la population d'Artsakh. Tout à fait. Ce que M. Kalfayan vient d'évoquer, il y a eu un événement juste avant l'indépendance de l'Artsakh. C'était une décision du Soviet suprême de la République d'Arménie, qui est publique. C'est un document qu'on peut consulter sur le site arlis.am. Donc, dans cette décision, il y a un point qui me semble important de lire. Հայկական խսը գերագույն խորհուրդը եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը հռչակում են հայկական խսհի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորումը. Donc le Soviet suprême arménien et le Haut-Karabakh déclarent la réunification. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա տարածվում են հայկական խսհի քաղաքացիության իրավունքները. Qu'est-ce que ça veut dire? Les habitants de l'Artsakh ont les mêmes droits que les habitants de l'Arménie. Ils ont les mêmes droits de citoyenneté. Pourquoi cette décision? Parce qu'à l'époque soviétique, tous les Arméniens, aussi bien en Artsakh qu'en Arménie, et tous les habitants de l'ex-URSS avaient un passeport rouge qui faisait une distinction. Il y avait la citoyenneté et la nationalité. Donc les Arméniens étaient de nationalité arménienne, quel que soit leur endroit, leur habitat. Dans le contexte de la guerre provoquée par l'Azerbaïdjan, dans le contexte des pogroms, des massacres, des déportations des Arméniens à Bakou, à Sumgait et dans d'autres villes de l'Azerbaïdjan, le droit des Arméniens de l'Artsakh d'avoir une identité a été reconnu par l'Arménie. Donc l'Arménie a octroyé la nationalité à tous les Arméniens de l'Artsakh, à un passeport de l'Arménie pour pouvoir vivre, pour avoir le droit d'avoir une identité, une adresse, une propriété. Et donc c'est une décision qui n'a jamais été remise en question après par l'Arménie indépendante, même si les processus de négociation ont pris un tournant tout à fait différent dans le sens où l'Artsakh était considéré comme une entité qui a proclamé son indépendance, donc, et non pas faisant partie de l'Arménie. Donc les négociations sont allées dans ce sens, mais les habitants de l'Artsakh ont les mêmes droits que les habitants de l'Arménie. Et donc, ils doivent être protégés par la constitution arménienne parce que c'est un devoir qui revient à l'Arménie. Si vous voulez, je vais donner je vais aller plus loin que ce que Irina a dit parce que c'est le point central en fait aujourd'hui de la discussion en Arménie même, c'est que ce document donc qui date du 1er décembre 1989, c'est une décision conjointe du Conseil suprême de la RSS d'Arménie, donc de la République soviétique d'Arménie, et du Conseil national d'Artsakh. Or, écoutez bien cette décision, comment elle est libellée, la réunification de la RSS d'Arménie de la région montagneuse du Karabakh. Et ça,
c'est le préambule de la déclaration d'indépendance de l'Arménie qui a valeur de loi fondamentale, puisqu'en fait, cette déclaration fait partie de la constitution arménienne. Oui. Vincent Nuret, alors, sans rentrer là-dessus, mais vous, en tant qu'avocat, vous connaissez cette défense des droits des Arméniens d'Artsakh, vous avez été sur place. Comment est-ce que vous avez ressenti cette volonté de rattachement à l'Arménie des habitants, de ceux que vous avez rencontrés, comment est perçu là-dessus? Est-ce que cette menace de l'Azerbaïdjan sur leur vie, on la sent à chaque moment? Écoutez, d'abord merci cher Harout et merci à IPFM de me recevoir, et je m'enrichis à écouter Rafi et Irina sur toutes ces questions juridiques apparemment complexes. Je ne suis pas allé en Artsakh, je suis allé juste à la frontière avec la bâtonnière Julie Couturier et certains membres du Conseil de l'Ordre, la bâtonnière du barreau des Hauts-de-Seine, Isabelle Clément à la Manie, et le vice-bâtonnier Fabien Arakelian. Nous étions avec 2 bâtonniers d'Arménie, avec le défenseur des droits arméniens, une trentaine d'avocats au total. Et dernièrement, c'était le 23 avril, nous avions envisagé de nous rendre sur place, donc au village de Teg, pour nous faire prendre en photo avec nos robes d'avocats et rappeler la prééminence du droit dans cette zone d'agression, car il s'agit bien d'une initiative agressive d'un pays sur un autre, dans cette zone d'agression, donc là où nous avons appris que nous étions au pont Akari, donc dans le corridor de la Chine. Alors, il est vrai que de loin, nous sommes arrivés donc dans ce village et nous a interdit, le gouverneur civil local nous a interdit de nous rendre à l'endroit du pont, et là où certains parlementaires se sont rendus, car l'armée azérie était passée de l'autre côté du pont à ce moment-là, 2 heures plus tôt. Donc il nous était impossible de descendre. Nous les avons vus, ils étaient à 500 mètres de là. Il y avait des Russes et des Azéris. Il n'y avait pas d'armée arménienne. L'armée d'Arménie n'est pas là, elle n'est pas présente. Et ce qui est intéressant, et notre premier constat, c'est de se dire que, sans vouloir dénigrer quiconque, mais il y a, sur un plan strictement militaire, une situation d'infériorité. À savoir que, je ne veux pas dire qu'il y a un pays surarmé par rapport à un autre, mais c'est le constat qu'il nous faut dresser. Et c'est ça qui est surprenant pour les juristes que nous sommes. Nous venons ici apporter la parole des juristes que nous sommes, la parole du droit, celle du droit, la prééminence du droit, et on s'aperçoit que nous sommes dans un territoire où tout est possible, l'invasion de l'Arménie souveraine par l'armée azerbaïdjanaise à qui il suffit de franchir un pont. Et ça, c'est impressionnant, et on nous a dit d'ailleurs sur place que cette région-là, à l'endroit du pont, était très compliquée. On ne savait pas trop si elle était sous contrôle azerbaïdjanais ou sous contrôle arménien. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude. Sous contrôle russe. Ou sous contrôle russe, bien sûr. Mais moins, la discussion était de savoir si territoire arménien, de l'autre côté du pont où nous étions, ou territoire azerbaïdjanais. Et on était incapable de nous répondre. Nous souhaitions avoir des réponses, nous ne les avons pas. Y compris de la partie arménienne, donc. De la part des Arméniens que j'ai interrogés, de juristes arméniens, qui ne savaient pas eux-mêmes, c'est ce que j'ai ressenti, j'espère ne pas me tromper. Donc nous avons rencontré des observateurs européens qui étaient là, qui ont été surpris par notre présence, car nous avions pour seule protection une trentaine d'avocats en minibus, que nos robes d'avocats, et c'est tout. C'est-à-dire que l'armée azérie était en bas, elle aurait très bien pu monter un peu plus haut. Vraiment, nous étions à quelques dizaines, centaines de mètres, et près d'eux, nous ne sommes pas allés là, sachant que nous pourrions les côtoyer. Donc il y a une part d'imprudence, mais ce fut également un instant de bonheur, parce que moi je suis petit-fils de rescapé du génocide arménien, j'y ai vécu avec mon grand-père, donc j'ai en permanence la mémoire du génocide qui nous nourrit, je l'ai déjà dit à des dizaines de reprises, qui circule dans nos veines, et ce que je veux dire simplement, c'est que je voudrais parler de notre ressenti. Moi, je ne suis pas là pour faire un cours de droit, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'érudition de nos amis qui sont là dans cette matière-là, mais qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Et qu'avons-nous ressenti avec la bâtonnière Julie Couturier? C'est que l'Arménie, avant d'être un territoire divisé, fut un royaume avec 12 capitales. Et lorsque René Grousset, dans son ouvrage qui fait plusieurs centaines de pages consacré à l'histoire de l'Arménie, nous parle de la forteresse arménienne, nous sommes là, dans la forteresse arménienne.
Et c'est ça qui est intéressant. Et on se dit que ce qui se passe actuellement par ailleurs est tout simplement inadmissible dans un contexte de faillite de la justice internationale. Je ne crois pas à la justice internationale, je suis pourtant juriste. La Cour internationale de justice a rendu récemment une sentence dont nous avons parlé. On va revenir dessus. On va y revenir, mais que les uns et les autres foulent aux pieds. Donc à quoi ça sert? Et la question est posée. Donc à un moment donné, la première étape, c'est il appartient aux juristes, aux avocats que nous sommes, déjà de nous rendre sur place et de livrer notre témoignage et tout simplement notre ressenti. Alors, je vais effectivement, donc, un témoignage assez fort, mais avec une interpellation, c'est faut-il encore croire à la justice internationale? Mais on va revenir dessus. Vincent Nuret, tu as l'air quand même un tout petit peu vite. On était sur le droit de 1991. Entre-temps, il s'est quand même produit 2 événements. Et moi, je voulais avoir aussi votre point de vue par rapport à ces 2 événements. Il y a eu la guerre de 2020 et qui a abouti sur un cessez-le-feu. Quelle est la validité de ce cessez-le-feu? Et est-ce que c'est un cessez-le-feu ou c'est un traité de paix? Puisque derrière, on nous parle maintenant de traité de paix de Prague, de Sochi, on nous parle de différentes initiatives, voire même que c'est en cours de discussion, que ces discussions-là ne sont pas arrêtées. Enfin, quel est le fondement, la base, la légitimité de ce cessez-le-feu? Est-ce que c'est quelque chose qui est contraignant pour l'Azerbaïdjan, par exemple, de respecter toutes les clauses de ce cessez-le-feu? Rafik El-Fayhan. Alors, dans les jours qui ont suivi ce cessez-le-feu, j'avais fait une analyse complète du document. Alors, effectivement, c'est plus qu'un cessez-le-feu, parce qu'on y évoquait déjà une future recomposition géographique dans ce document. Pour que ce document devienne valide, en tout cas au sein de l'Arménie, il aurait fallu que ce document soit discuté au Parlement. Ce qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été fait. Et alors, il y a des avantages et des inconvénients à ce qu'il n'ait pas été fait. L'avantage, c'est que le parti au pouvoir ayant la majorité, il aurait pu très bien le signer. Et d'un autre côté, ne pas le signer, c'était désavouer donc le Premier ministre qui avait accepté de signer ce cessez-le-feu. Et effectivement, toute la confusion... Au-delà de ça, ne pas le signer, c'est-à-dire, est-ce qu'il est encore modifiable? Alors, ce cessez-le-feu, cet accord de cessez-le-feu n'est pas modifiable, mais ce n'est pas un traité de paix. La preuve, c'est qu'il y a des négociations en cours. En revanche, il a acquis la valeur d'un accord international, ne serait-ce que si on se réfère à la discussion qui a eu lieu donc, le 20 décembre 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce que tous les pays qui ont participé au débat ont fait référence à cet accord de cessez-le-feu. Donc ça veut dire qu'il a acquis la valeur quasiment d'un traité. Donc aujourd'hui, on ne peut plus faire machine arrière par rapport à cet accord. Alors justement, si ça a valeur de traité, je vais vous donner la parole, Irina, mais pourquoi, on constate qu'un certain nombre de points ont été accomplis, notamment par l'Arménie qui a libéré un certain nombre, je pense à Kelbadjar et Lachin, etc. Et puis par contre, par exemple, sur la situation des prisonniers de guerre, l'Azerbaïdjan, on détient toujours des prisonniers de guerre et ne bouge pas. C'est-à-dire, pourquoi cet accord serait valable dans un sens et qu'il ne serait pas appliqué dans d'autres? Ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Mais comment on dit ça en droit? C'est l'exécution de... C'est la décision du tribunal et l'exécution de la décision. Non, un accord de cessez-le-feu, c'est un traité, donc c'est le non-respect du traité. Non-respect du traité. Une violation de... Voilà. Irina. Alors, cet accord, c'est plus un accord signé par 3 pays qu'un traité le 9 novembre. Cet accord n'est pas appliqué, où il y a plusieurs points qui sont violés jusqu'à maintenant par l'Azerbaïdjan. Mais il y a un point très important. Les négociations qui ont eu lieu l'année dernière, surtout en automne, à Prague, à Sochi, ont remis en cause le 9 novembre. Ont remis en cause cet accord dont vous parlez. Dans cet accord, la Russie assure la sécurité de la population de l'Artsakh et aussi le corridor de Belzor, la libre circulation pour les Arméniens. Dans les discussions de Sochi, qui a eu lieu en automne, avant Prague, c'était la proposition russe de signer un accord, qu'on peut appeler un accord de paix ou un accord définitif, où
les points sont basés sur les propositions russes. L'Artsakh est détaché de cet accord. Le destin de l'Artsakh n'est pas discuté. Rien n'est signé sur l'Artsakh. Et la question de l'Artsakh est laissée aux futures générations. Alors que Prague... Et en contrepartie, qu'est-ce que l'Azerbaïdjan doit faire justement par rapport à cet accord? Puisqu'il est quand même en position de force à ce moment-là. Donc, l'Azerbaïdjan n'a pas voulu cet accord. D'accord. L'Arménie non plus. Ce qui nous intéresse, c'est la position de l'Arménie, parce que l'Azerbaïdjan ne veut que ses intérêts. À Prague, il y a eu une rencontre avec Aliyev, Pachinian. Il y avait aussi le président français Emmanuel Macron. Et Charles Michel. Et sur la table des négociations, il y avait le draft de Washington. C'est une page que vous pouvez lire, c'est maintenant dans les réseaux sociaux. Alors Artsakh disparaît, le mot Artsakh disparaît. L'Artsakh en tant qu'entité juridique, politique, n'existe pas. On ne parle pas de la population, on ne parle de rien. Donc quand on compare les deux, la proposition de Sochi et la proposition de Prague, celle de Sochi est beaucoup plus favorable à l'Artsakh que celle de Prague, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment capital de suivre les événements. Tout s'est passé après la rencontre à Prague. En décembre, qui a eu lieu, qui a été après Prague, l'Azerbaïdjan a fermé le corridor en se basant sur la déclaration de Prague que l'Arménie reconnaîtrait l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris l'Artsakh. Est-ce qu'on peut dire que désormais c'est cette version de Prague qui est sur la table et que tout le monde discute, puisque moi j'ai même entendu Vladimir Poutine qui dit écoutez, oui, je vois que vous avez avancé sur le traité de Prague, on peut prendre cette base pour discuter. C'est-à-dire que même la Russie maintenant se range derrière cette version-là. C'était il y a 15 jours au sommet de la CEI. Donc, Alors pour nous, il y a un grave problème. Si nous prenons l'accord de Prague, si ça va être la base de la signature d'un nouveau traité de paix, le problème, c'est que la Russie n'a plus aucune légitimité d'avoir sa base militaire en Artsakh. Oui. L'Azerbaïdjan peut très bien dire l'Arménie ne revendique pas le droit à l'autodétermination de l'Artsakh. L'Arménie reconnaît mon intégrité territoriale. Donc, que fait la Russie dans mon territoire? Il est là le problème. Vincent Nuret, vous avez senti, vous, sur place, cette présence des Russes ou finalement elle était très light C'est une présence plus que light. Je voudrais rappeler qu'en octobre 2022, je suis allé, comme beaucoup d'autres, à Sokht, avec un ami avocat qui est également militaire, Vrej. Et ce qui était impressionnant à Sokht, c'est qu'il n'y avait que quelques villages bombardés. Ce sont des pauvres paysans qui ont déjà peu de choses et qui ont été bombardés. Donc on voit bien que l'Azerbaïdjan essaie d'effrayer à moindre frais, à moindre coût, l'intégralité de la population arménienne à partir de bombardements ciblés sur des populations paysannes pauvres qui sont à la frontière de Sokht. Très bien. Mais ce que j'ai vu, c'est que puisque nous sommes partis d'Yerevan en voiture et nous avons traversé toute la région du lac Sevan, c'est que nous sommes sur un territoire de plaine. Et nous nous sommes posé la question avec Vrej de savoir si, à un moment donné, l'Azerbaïdjan, avec ses chars, envahissait ce territoire arménien et qui pourrait l'en déloger. On discute de droits, de traités, d'accords de cessez-le-feu que l'Azerbaïdjan viole tous les jours de manière impunie, impunément d'ailleurs, comme l'armée azerbaïdjanaise a commis des crimes de guerre lors de la récente guerre, des crimes de guerre qui ne seront jamais sanctionnés. Mais je me dis, mais les propos n'engagent que moi, est-ce que tout cela n'est pas la participation de l'Azerbaïdjan à des pourparlers de paix ou pas de paix, bref, ou à des accords partiels de paix, ne participe-t-il pas d'une vaste opération d'intox qui tente à dissimuler sa volonté d'envahissement du territoire souverain de l'Arménie au-delà de la question de l'Artsakh? Et c'est ça qui m'a inquiété, c'est qu'on s'aperçoit que Yerevan se développe. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous comparez Sokht et Teg et toutes ces régions-là, la région du Syunik,
Avec la capitale, on s'aperçoit que dans la capitale, on parle énormément le russe, et bien plus qu'avant. Il paraît qu'il y a 250 000, 300 000 Russes qui sont à Yerevan, je ne sais pas très bien, énormément de Russes. On parle énormément le russe, on voit des Rolls-Royce, des voitures de luxe à Yerevan, on voit que les restaurants, les hôtels se développent, et puis quand on se déplace dans ces régions frontières, on s'aperçoit qu'on entre dans un autre univers. J'ai visité une caserne à Vardenis, juste quelques kilomètres avant Sokt. J'ai été surpris par le dénuement de l'armée d'Arménie, par ces jeunes militaires qui sont très 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 jeunes, des enfants, des bébés qui portent l'uniforme militaire. Et on a cherché les positions récemment lorsque nous sommes allés dans le Sionique, et on ne voit pas de position très forte. Et c'est là où j'ai une grave inquiétude, moi. En fait, Vincent, et je partage votre point de vue si c'est celui-ci, c'est que on peut mettre sur la table n'importe quel traité, n'importe quel point, s'il n'y a pas la volonté militaire, s'il n'y a pas la volonté de se positionner sur ces frontières pour les défendre, il ne faut pas attendre de la partie adverse qu'elle respecte ce qui est écrit sur le papier. Mais tout à fait, Harout, vous avez complètement raison. Non, ce qu'il faut bien admettre, c'est que nous sommes sur une guerre d'agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie et pas seulement l'Artsakh. Donc c'est l'Arménie qui est en danger actuellement. Moi, c'est le regard que je porte en se déplaçant sur place. Donc nous sommes allés pour ça, pour voir ce qui était. Et c'est ça la menace, c'est l'atteinte au territoire souverain de l'Arménie par un État qui ne sera jamais puni. Et je suis désolé, mais que ce soit à Sokt ou que ce soit à Teg, eh bien on s'aperçoit que nous n'avons vu aucune position forte de l'armée d'Arménie qui pourrait résister à une invasion. Il n'y en a pas. Donc, et que les choses soient claires, lorsque la presse ou les diplomates parle de guerre entre belligérants, c'est faux. C'est une guerre d'agression d'un État qui est plus fort militairement, car surarmé, contre un autre qui l'est moins. Et donc, ce qui pose la question de savoir ensuite si le Premier ministre Pachinian a vraiment une liberté de manœuvre lorsqu'il subit le diktat d'un Erdogan ou d'un Aliyev. Est-il en mesure, lui ou un autre, de résister? Alors justement, pour revenir à ma question initiale, c'était le rôle qui était dévolu de protection, qui était dévolu à la force de maintien de la paix russe, et vous ne l'avez pas ressenti sur place. On n'a rien ressenti du tout, sinon la présence très forte de l'armée azérie, très forte, très puissante, qui n'a pas hésité à passer de l'autre côté, et en se moquant de savoir s'il y avait une frontière ou pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mon rôle, moi, d'avocat aujourd'hui, et je le dis de vice-bâtonnier, mais ça fait 40 ans, je suis devenu avocat pour la cause arménienne, pour que le peuple arménien, un jour, obtienne réparation à propos du génocide de 1915. Et nous sommes tous devenus avocats, et les avocats d'origine arménienne, pour obtenir réparation. Et aujourd'hui, la question est différente. C'est que j'ai imposé la question arménienne à l'ordre des avocats. Et aujourd'hui, vice-bâtonnier, avec une bâtonnière fabuleuse, Julie Couturier, qui est venue avec nous, qui n'était pas obligée de le faire, mais qui est totalement engagée, elle aussi, pour la défense de la cause arménienne. Quel constat peut-on dresser? Nous vivons sur un plan mondial, avec la volonté du côté des juristes de tous bords et des magistrats et des avocats d'assurer la prééminence du droit. Et on s'aperçoit que dès lors qu'il s'agit de la question arménienne, plus rien n'est respecté. Donc, et nous nous posons une question de l'inefficience de la règle de droit à propos de la question arménienne. Et je trouve ça proprement déconcertant que l'Azerbaïdjan fasse ce qu'il veut. Alors quel est notre rôle? Notre rôle est de dénoncer. Je l'ai fait lors de la rentrée du barreau de Paris du mois de novembre 2022. J'ai interpellé les 3 procureurs spécialisés, le procureur antiterroriste, le procureur national financier et le procureur de la République, bien sûr, et je leur ai dit, voilà ce qui se passe. C'est que nous avons des crimes de guerre. Nous avons Transparency International qui nous dit que depuis des années, l'Azerbaïdjan a lâché 2,5 milliards de dollars pour corrompre la classe politique occidentale. Que se passe-t-il sur un plan judiciaire? Et donc, il ne se passe absolument rien en France. Donc, pour revenir très modestement au rôle qui est le nôtre et à nos possibilités d'action, j'interpelle encore aujourd'hui tous les parquets de France
Et le parquet antiterroriste, à propos des crimes de guerre commis pendant la dernière guerre, cette guerre de combien de jours déjà? 44. Des 44 jours, bien sûr, et où une femme a été découpée en morceaux jusqu'à ce qu'on publie la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais dans quel monde vit-on, quoi, sans que personne s'en émeuve? Et je pose la question de l'intervention du parquet national financier, donc dans la lutte contre ce phénomène de corruption. Et je dis simplement que toute personnalité politique française qui sera impactée par des versements qui viennent de l'Azerbaïdjan, eh bien, doit subir les foudres d'une enquête pour établir ce qui se passe, parce que le problème est le suivant, c'est que corrompre, c'est facile, et à l'appui, la contrepartie de la corruption, qu'est-ce que c'est? C'est le discours politique qui nie la réalité du droit et de la souveraineté arménienne au profit d'un État qui en agresse un autre. Alors maintenant, avec Rafi, je voudrais qu'on revienne effectivement donc, sur... on a parlé du cessez-le-feu, de sa légitimité ou pas. Maintenant, on va parler un peu du traité de paix notamment du blocus qui est imposé. Puis je voudrais aussi vous entendre sur la question des prisonniers, puisque vous participez à un pool d'avocats, puisque c'est une des conditions de ce cessez-le-feu, c'est les prisonniers de guerre et leur retour. Vous aidez les avocats arméniens à obtenir la libération. Vincent Nuret vient de parler de la décision de la Cour internationale de justice de février. Février 2023. Voilà. Alors là aussi, c'est devenu un document que toutes les instances diplomatiques mettent en préambule, comme le cessez-le-feu. Alors, compte tenu du cessez-le-feu du 9 novembre, compte tenu de la décision de justice, etc. Donc, on se réfère toujours à ces documents. Et comme je le disais, maintenant, on se réfère en plus au compte tenu des discussions nouées à Prague, etc. Donc, c'est devenu le... Donc, quel poids ça a? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors... Parce que ce sont des questions que j'entends dans la rue de gens qui m'interpellent, qui me disent mais à quoi tout ça sert? Alors, écoutez, de toute façon, je ne peux que rejoindre mes amis pour dire que la justice internationale n'existe pas, tout simplement parce que le droit international, en tout cas celui dont on parle, le droit international interétatique, a été créé par les États et pour régler les problèmes entre États. C'est-à-dire, donc, c'est le rapport de force diplomatique qui simplement prévaut sur le droit, tout simplement. Donc, il y a trois corpus juridiques. Il y a le droit international, donc général, qui est le droit interétatique, donc c'est la Cour internationale de justice qui est la juridiction qui intervient là-dessus. Donc, les décisions... Alors, je voudrais quand même faire une nuance parce que la Cour internationale de justice, pour l'instant, a pris une ordonnance. C'est-à-dire c'est sur des exceptions préliminaires. C'est pas une décision qui est rendue sur le fond de la demande. Faut bien être précis là-dessus parce que ce n'est pas un jugement définitif. Mais malgré tout, c'est une mesure conservatoire. Donc, l'Azerbaïdjan est tenu de respecter cette décision. Il est tenu, mais personne ne peut l'obliger à l'exécuter. Voilà, ça fait partie des lacunes du droit international. Aucune décision de justice internationale, aucune décision de justice d'un tribunal national étranger à l'Azerbaïdjan ne peut être exécutée sans le consentement de l'Azerbaïdjan. Voilà. Ça fait partie des réalités du droit international. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir toutes les décisions, et il faut qu'on le fasse. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces décisions-là sont des éléments diplomatiques. Voilà. Et le principal attrait de la décision de la Cour internationale de justice, c'est précisément de pouvoir être exploité diplomatiquement par l'Arménie, à condition qu'elle le fasse, et qu'elle le fasse de manière cohérente, parce que c'est là où on a un problème aujourd'hui.
C'est que d'un côté, et là, il faut reconnaître que c'est finalement le gouvernement Pachinian qui s'est engagé sur la voie d'une plainte devant la Cour internationale de justice, mais en même temps, il détruit l'effet des décisions qui sont rendues. Parce que quand on va devant la Cour internationale de justice pour le compte et pour la protection des Arméniens du Karabakh, parce que cette ordonnance concerne les Arméniens du Karabakh, et que juste après, on dit diplomatiquement devant toutes les institutions internationales, mais nous, c'est plus notre affaire, les Arméniens du Karabakh doivent se débrouiller tout seuls, en somme, ils doivent discuter directement avec l'Azerbaïdjan. C'est une faute grave, parce que il a détruit tous les effets de la décision internationale de la Cour internationale de justice. Et pire que ça, c'est une faute vis-à-vis de la constitution arménienne, parce que, comme Irina d'ailleurs l'a écrit dans un article récemment, il a l'obligation de protéger les Arméniens du Karabakh. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous la nationalité arménienne, ils ont tous la citoyenneté arménienne. En droit international, c'est ce qu'on appelle la protection diplomatique. C'est une obligation. Il ne peut pas faire autrement que les protéger. Voilà. Bon, je terminerai sur le plan du droit international pénal, parce que Vincent Gnoret donc parlait de la possibilité de saisir le parquet antiterroriste, ou en tout cas le pôle financier, ou le pôle des crimes contre l'humanité. Bon, sur le plan international pénal, malheureusement, toutes les voies sont fermées. On a essayé avec mes confrères avocats d'Arménie différentes choses, que ce soit en Allemagne, en France, et en fait, c'est tellement complexe ces affaires que tous les critères en fait, nous empêchent aujourd'hui d'avoir une action concrète contre les criminels azerbaïdjanais. Alors, juste une petite parenthèse, oui. Puis après je vais vous entendre sur Oui. les prisonniers. Je voudrais tous vous entendre sur les prisonniers de guerre, parce que c'est un scandale en soi. C'est le piège se referme, puisque là on a entendu, pas plus tard qu'hier, j'en ai parlé ce matin dans le journal de la semaine, que Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan, a fait une déclaration en disant maintenant que vous avez reconnu que l'Artsakh faisait partie de l'Azerbaïdjan, en s'adressant à l'Arménie, on ne peut pas garantir la sécurité de la population arménienne d'Artsakh, mais c'est pas votre problème, vous n'avez plus le droit de les défendre, puisque vous avez reconnu que c'était là-dessus, et donc c'est nos citoyens, et on en fait ce qu'on veut. C'est un problème interne, c'est plus un problème externe. Alors ça, c'est faux, ça. Non, mais sur le plan juridique, c'est faux. Mais c'est ce que... là, ça fait depuis la mi-mars que j'ai formulé par écrit donc une proposition aux autorités d'Artsakh pour justement sortir de ce piège. Parce que la population d'Artsakh, même si l'Azerbaïdjan les considère comme leurs administrés, elle a des droits qui sont inaliénables, qui sont des droits fondamentaux donc de l'homme. Et ces droits peuvent être effectivement invoqués directement au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je dis bien directement, sans même passer par l'Arménie, puisque l'Arménie ne le fait pas. Donc c'est à la population elle-même de protéger ses droits. Écoutez, ça fait 2 mois et demi que cette proposition est bloquée. On ne sait pas, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Tout le monde a accepté le fait que cette proposition, effectivement, était une bonne proposition, mais on est dans l'indécision. Alors bon, visiblement, c'est Yerevan qui freine Stepan Agert dans cette initiative pour des raisons que j'ignore, et donc je peux pas critiquer, mais en tout état de cause, ce n'est pas parce que
l'Azerbaïdjan dit ça, que les Arméniens du Karabakh n'ont pas de droit. Au contraire, ils ont aujourd'hui un droit fondamental à être protégés, et pas seulement par l'Arménie, par tous les États de ce monde, parce qu'il y a aujourd'hui des normes qui imposent, donc quand il y a une menace de génocide, parce que l'épuration ethnique, c'est un génocide, en droit. Et donc, tous les États, quels qu'ils soient, ont la responsabilité de protéger cette population. Voilà. Et donc, c'est ce que le Conseil de sécurité devrait maintenant, ce sur quoi il devrait statuer. Alors, on va revenir sur le Conseil de sécurité de l'ONU. Je voudrais vous entendre donc sur la situation des prisonniers de guerre, puisque ça fait partie de l'accord du 9 novembre. Pourquoi depuis... Quelles peuvent être les actions des États ou des juridictions pour obliger l'Azerbaïdjan à relâcher ses prisonniers? Écoutez, c'est purement diplomatique, cette question, puisque sur le plan du droit... sur le plan du droit, c'est acté. Oui, voilà. Sur le plan du droit, c'est acté. Maintenant... L'Azerbaïdjan devait libérer ses prisonniers après le 9 novembre. Il ne l'a pas fait. Je ne vois pas pourquoi on négocie encore avec l'Azerbaïdjan. Pourquoi on parle d'un traité de paix alors que nous avons des prisonniers? Pourquoi nous parlons d'un traité de paix alors que nous avons l'agression des Azéris sur le territoire souverain de l'Arménie? En fait, vous êtes et j'approuve ce point de vue-là, mais vous êtes dans un rapport de force, c'est-à-dire de dire, tant que vous n'avez pas mis en application ce qui vous est revenu, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à discuter avec vous. Je ne vois pas pourquoi on parle en général d'un traité de paix. Et à ce sujet, je voudrais lire quelque chose. C'est un extrait du livre de Raymond Gevorkian, paru chez Odile Jacob en 2006. Les opérations militaires contre l'Arménie à l'automne 1920 sont par contre clairement menées par le 15e corps armé obéissant au cabinet kémaliste. Si elles s'inscrivent dans la stratégie visant à rendre inopérantes les clauses du traité de Sèvres, elles dissimulent aussi un objectif bien plus ambitieux, que l'Arménie soit éliminée politiquement et physiquement, plus loin. Ces ordres sont complétés par le télégramme chiffré du 8 novembre qui recommande de parvenir à notre but par étapes, qui a abouti par étapes en faisant comme si nous voulions la paix. Comme c'est troublant, aujourd'hui on parle de traité de paix et on parle des étapes. Il y a une drôle de ressemblance. Alors, Vincent Nuret, vous, sur cette question des prisonniers de guerre, est-ce que vous pensez que la France, les juridictions françaises, peuvent faire quelque chose pour demander à l'Azerbaïdjan de les relâcher? Est-ce qu'il y a des moyens? Nous nous sommes posé la question avec précisément notre ami le bâtonnier Luc Kikar-Charian du barreau de Montpellier, à un moment donné, de relations fortes avec les avocats du barreau d'Azerbaïdjan et voir si avec eux, il était possible de mettre en place une action pour ce qui concerne le respect des accords et aux fins de libération des prisonniers de guerre. Est-ce que les avocats d'Azerbaïdjan ont un rôle à jouer? C'est très compliqué en fait, parce qu'on s'aperçoit que on a un barreau d'Azerbaïdjan qui est complètement inféodé au pouvoir politique en place, ce qui est très fréquent, mais un barreau d'Azerbaïdjan qui a intégré le Conseil consultatif des barreaux européens, comme doit le savoir notre ami Rafi, et qui a tout fait pour y entrer, et qui arrive à y entrer, comme observateur. Donc, y a-t-il des liens à initier avec ces avocats pour qu'il y ait une incidence possible quant à la libération des prisonniers de guerre? Je n'en sais absolument rien, mais c'est très compliqué. Je ne vois pas comment, actuellement, par exemple, des avocats occidentaux pourraient se mobiliser eux-mêmes et constituer une force qui permettrait d'influer sur l'Azerbaïdjan en fin de libération des prisonniers politiques. Non, on est dans le fantasme absolu. Je pose la question de la possible mise en relation avec ces avocats azerbaïdjanais dans ce but-là, avec cette intention-là. Est-ce que c'est possible? C'est très compliqué. En tout cas, pour répondre là-dessus, moi, ma position est la suivante, c'est que, effectivement, je rejoins celle de Irina Ovsepian,
c'est qu'aujourd'hui, il est inconcevable de continuer à discuter avec l'Azerbaïdjan tant que le sort de ces prisonniers n'est pas réglé. Ça pourrait être un message que l'Arménie transmet aux diplomaties. Oui. Non, mais il faut arrêter justement et exiger le retour des prisonniers et avant toute discussion sur le traité de paix. C'est une question de dignité nationale. Je veux dire, là, on est en train de parler de gens qui sont vraiment dans des conditions de détention inhumaines. Certains d'ailleurs sont certainement morts, parce que aujourd'hui on parle d'un nombre officiel de prisonniers qui est de 34. En réalité, nous savons, parce que nous avons les dossiers, qu'il y en a 80. Et sur ces 80, malheureusement, nous avons déjà quelques preuves qu'ils sont probablement morts. Sauf que les familles des prisonniers, qui sont présumés morts, n'acceptent pas cette présomption. Et donc, ils nous demandent d'apporter les preuves qui sont effectivement morts. Bon, le seul moyen que nous avons, c'est de faire appel à des sociétés ou des organisations qui sont spécialisées dans la validation, l'authenticité des vidéos ou des messages qui sont relayés sur les réseaux. Voilà, parce qu'on a ces preuves à travers ce type de moyens. Et donc, le tout, c'est de valider l'authenticité de ces éléments. Mais alors, il y a un point très important. Je suis curieuse de savoir si le statut, la libération de ces prisonniers sont dans la discussion de Prague. Parce que ce point est dans l'accord du 9 novembre, mais la discussion de Prague, je ne sais pas. Alors, moi, de mon point de vue de journaliste, de ce que j'ai lu de l'accord de Prague, c'est que l'Azerbaïdjan dit on le remet dans la discussion et je l'ai libéré le jour où on aura signé le traité de paix. Donc on va continuer à discuter, mais le jour où on signera, je vous les libérerai. Ce qui est une façon de remettre en cause effectivement l'accord du 9 novembre qui demandait la libération immédiate. Donc pour le coup, c'est eux qui utilisent ça comme des otages, en disant allez, donnez-moi ma rançon et puis à ce moment-là, je vous libérerai les otages. On est dans un état de terroriste, donc voilà. Bah oui, c'est du chantage. C'est du chantage. Moi, je voudrais quand même revenir maintenant sur un autre point, mais on va continuer nos discussions. C'est, on entend régulièrement des hommes politiques, notamment européens, dire il faut que l'Europe, la France saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU pour avoir une résolution contraignante sur l'Azerbaïdjan et qu'elle sera contraignante. Et d'ailleurs, on peut rappeler quand même que c'est sur la base de 2 résolutions de 1992 ou 13 que l'Azerbaïdjan a basé la guerre des 44 jours en disant je ne fais qu'appliquer ces décisions de 93 et donc juste du pouvoir de la force, certes illégalement, mais juste de ce pouvoir de la force pour pouvoir le faire. Est-ce qu'une résolution du Conseil de sécurité aurait vraiment un pouvoir contraignant sur l'Azerbaïdjan ? Est-ce que c'est juste quelque chose qu'on dit oui, mais parce qu'on ne sait pas trop quoi dire, puis il faut bien qu'on fasse quelque chose, quoi. Alors non, ça dépend du contenu de la résolution. Là, je souhaite pas trop en dire, mais l'intérêt, c'est à condition bien sûr de réussir à convaincre les États qui sont au Conseil de sécurité, c'est que le Conseil de sécurité décide de l'envoi d'une force de protection au Karabakh. Donc c'est le préalable, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la résolution pour qu'ensuite, si c'est pas appliqué, on puisse envoyer une force d'interposition. Oui, oui. D'accord. Et donc tant qu'il n'y aura pas cette résolution, il n'y aura pas de force d'interposition internationale. Non. Alors, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, il était envisageable d'avoir une force d'interposition internationale sous la direction des forces russes. Aujourd'hui, malheureusement, la guerre en Ukraine a balayé cette possibilité.
Voilà, il faut arriver à un consensus qui est difficile parce que les Russes n'accepteront pas qu'il y ait des forces américaines ou françaises qui viennent au Karabakh. Et inversement, aujourd'hui, les Occidentaux font tout pour que les Russes soient chassés de cette région. Voilà, donc on est au milieu de ces deux forces qui s'opposent et les Arméniens d'Artsakh, effectivement, sont sacrifiés. Alors, ce sacrifice, il apparaît maintenant clairement. Cela étant, pendant toutes les discussions, les négociations donc, dans le cadre du groupe de Minsk, il a toujours été clair, à la fois pour les Russes et les Occidentaux, que l'Artsakh reviendrait sous la tutelle de l'Azerbaïdjan, tout le temps. C'est faux de dire qu'on découvre ça. Les Occidentaux ont laissé l'Azerbaïdjan agresser le Karabakh en 2020. Ils les ont laissés. Et donc, aujourd'hui, c'est du cynisme parce que depuis 6 mois, il y a une agence de l'ONU qui est en train de préparer le logement pour tous les Arméniens d'Artsakh qui vont être évacués. Voilà. Et tout le monde le sait. Alors, tout le monde ne le sait pas, je pense pas. Et justement, vous me faites la transition sur ces agences internationales, la mission d'observation de l'Union européenne, les forces de maintien de la paix russe, tous ces observateurs, le comité international de la Croix-Rouge, tous ces gens qui sont sur les frontières, Vincent Nuret, et qui voient des choses. Et à quoi ça sert ? À mon avis, je ne suis pas sûr de me tromper, ça sert quand même à quelque chose. Alors, à quoi ça sert et à qui ça sert ? Parce que en Arménie et puis même en diaspora, par exemple, on dit beaucoup que ce sont des agents qui, en fait, transmettent des informations à la partie adverse ou alors qui sont que la partie adverse, l'Azerbaïdjan, dit mais la force de la mission de l'UE, c'est ni plus ni moins que des agents de l'Arménie. Ils sont là pour voilà. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert déjà à éviter le pire ou à le retarder. Et à qui ça sert ? Aux Arméniens aussi. C'est que on a vu quelques observateurs, ils sont là, ils arrivent avec leur 4x4, leur casque, leur gilet pare-balles, ce que nous n'avions pas bien sûr, peu importe. Et ils observent avec leurs jumelles. Donc il est évident que les observateurs, par définition, sont des agents de renseignement. Donc, et ils sont là pour collecter de l'information. Qu'on soit journaliste, observateur, on est là pour prendre des informations. Après, quelle utilisation est faite de l'information, j'en sais absolument rien. Mais ce que je constate, c'est que par cette présence-là, la présence d'observateurs ponctuels comme nous avons pu l'être, et le fait que tel député se déplace, que nous le fassions un 23 avril, veille du 24 avril, permet à un moment donné de brancher la caméra sur cette situation sensible, car regardez bien, et Irina et Rafi l'ont rappelé, il y a un discours permanent agressif, où Harout, vous venez de le rappeler, donc sur tel ministre azerbaïdjanais qui dit que je ne suis pas le garant de la sécurité des populations de l'Artsakh. Donc on voit bien que des crimes de guerre ont été commis de la manière la plus répugnante et la plus atroce, qui ne sont pas poursuivis. Donc on voit bien qu'on est peut-être à la veille d'une épuration ethnique, donc des populations du Haut-Karabakh. Donc toutes ces actions d'observation, si elles sont par ailleurs aussi délétères en tant qu'elles permettent de collecter une information qui va nourrir les services de renseignement azerbaïdjanais, très bien, permet aussi de mettre en lumière l'agression qui a lieu actuellement sur ces populations-là. Et donc je crois beaucoup donc, à la force de la diaspora arménienne qui reprend ces informations pour les dénoncer, notamment à travers des manifestations. On parle d'information, parlons de l'information plus générale. C'est par la mise en lumière du drame actuel sur un plan international et par des manifestations comme la dernière du Trocadéro par exemple, même s'il n'y avait pas assez de monde,
Et chaque Arménien de la diaspora doit se mobiliser, chaque Français d'origine arménienne doit se mobiliser, annuler ses rendez-vous et se déplacer. C'est par cette prise de conscience que, alors on n'évitera pas, mais l'on retarde ce qui est possiblement la commission d'un nouveau crime de génocide. Car l'Arménie, actuellement, on nous abreuve de symboles. La question arménienne n'est pas une affaire de symboles. L'entrée de Misak Manouchian au Panthéon ne doit pas occulter le drame de l'Artsakh. Et c'est ça le problème. Et l'énergie qui est développée par le président Macron, qu'il faut remercier pour la panthéonisation de Misak et de Manouchian et de Méliné, bon, très bien. Mais tout de même, attention. Ça ne doit pas être un lot de consolation. Mais ça ne doit pas être un lot de consolation, oui. J'espère que ça ne l'est pas. J'espère que ça ne l'est pas, car ce sont des amis d'Unité laïque qui ont proposé le projet donc au président Macron, qui s'en est emparé dans un contexte douloureux, alors que nous ne sommes pas certains des efforts de la France ou de l'efficacité de la France dans les pourparlers de paix ou traités de paix qui sont partiellement conclus ou de manière éparse à propos des questions qui nous préoccupent, qui ont été dénoncées par Irina et Rafi il y a quelques instants. Donc, non mais attention à ce qui se passe actuellement. Nous ne sommes pas dupes, monsieur le président Macron. Alors Irina, justement, sur ces forces, enfin pas forces d'ailleurs, mais sur ces missions d'observation, parce que si c'était force, ils auraient des armes, mais puisqu'ils ne sont même pas armés. Mais sur cette mission d'observation de l'Union européenne, et puis plus globalement sur le rôle que pourrait jouer la France, Irina, quel est votre point de vue par rapport à ce que ça peut apporter à l'Artsakh ? Honnêtement, je n'ai pas compris le scope et la mission de ces observateurs. J'ai constaté que depuis qu'ils sont là, la situation ne s'est pas du tout améliorée, et bien pire, la situation s'est empirée. Les incidents à la frontière se sont intensifiés. Maintenant, c'est presque tous les jours qu'on entend des tirs de la part des Azéris. Il paraît même qu'il y a une stratégie des Azéris de faire des rotations de façon à faire tourner les observateurs, de les faire toujours en mouvement, de changer de lieu d'incident pour qu'ils passent leur temps à être en mouvement. Et lorsque les journalistes locaux arméniens interrogent les observateurs, ils sont au courant de rien. Comme par hasard, ils n'ont jamais rien vu. Lorsqu'à Sotk, il y a eu l'incident, ils n'étaient pas là. À terre, ils n'étaient pas là. Ils arrivent après, comme la cavalerie. Je me demande quelle est leur vraie mission en Arménie. Ensuite, la deuxième chose que j'ai constatée, cela a envenimé la relation entre l'Arménie et la Russie. Parce que tous ces observateurs qui sont là, nous sommes dans un contexte de guerre en Ukraine, où l'Union européenne étant du côté de l'Ukraine, les Russes sont mal vus par les Européens, par les observateurs en Arménie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en Artsakh, ce sont les Russes qui assurent la sécurité physique de l'Artsakh, des habitants. Donc, j'ai constaté que les choses se sont aggravées. Et votre point de vue sur l'action de la France, qu'est-ce qu'elle, par rapport au traité de paix, sur son action, comment vous voyez ça Je ne vois pas un traité de paix sans l'Artsakh et au droit de l'Artsakh à s'autodéterminer. Je pense qu'il faut redonner une vie au groupe de Minsk. Je pense que les principes du groupe de Minsk doivent émerger et qu'on veuille ou pas, c'est l'unique cadre qui avait rendu légitime les droits des Arméniens de l'Artsakh de vivre sur leur terre. Alors Rafik El-Fayed, je voudrais vous entendre justement sur la mission d'observation. Puis après, justement, ma question suivante, c'était, il y avait le groupe de Minsk. Est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'il faut lui donner une nouvelle légitimité ? Est-ce que c'est à l'OSCE de régler ce problème ? Est-ce qu'il y avait une légitimité juridique à ce que l'OSCE règle ce problème ? Bon, il y a plusieurs questions. Oui, non, mais d'abord, revenons sur la mission de l'UE. Écoutez, bon, je suis pas familier avec cette mission, donc je peux pas me prononcer. La seule chose, c'est que il est clair que ce sont des agents spécialisés dans le renseignement, voilà. Donc, on peut supposer qu'ils ont donc cette mission de renseignement. Et deuxièmement, peut-être qu'ils préparent effectivement les éléments du projet de délimitation des frontières. C'est possible. Voilà. Mais ils sont pas là pour autre chose, c'est évident. Parce que c'est l'accusation que certains portent en Arménie, que dire qu'ils sont là pour dire que dans est-ce que tel village était occupé auparavant par des Azéris, donc du coup est-ce que la frontière, il ne faudrait pas qu'elle revienne au-delà, etc. Voilà. Donc sur cette mission, j'ai rien d'autre à dire.
Bon, la France, bon, de toute évidence, ne peut pas faire grand-chose. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'effectivement, on peut noter que le Premier ministre Pachinian utilise le langage de la France quand il parle du Karabakh. Il parle des droits et de la sécurité de la population du Karabakh. Donc ça, c'est une expression qui est utilisée par Pachinian et qui est directement issue de la politique étrangère française et le langage du président Macron. Mais pour le reste, la politique de l'Arménie est effectivement dirigée par les États-Unis. Voilà. Donc la France a un rôle très, très limité dans la future résolution de ce sujet. Alors, pour revenir au groupe de Minsk, sur lequel moi j'étais très critique bien avant la guerre, c'est parce que je pense que le contenu, le mandat de ce groupe aurait mérité d'être modifié bien avant la guerre. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les trois membres de ce comité de médiation, donc russes, américains et français, ont changé la dénomination de leurs représentants. Ils ne se présentent plus comme coprésidents du groupe de Minsk. Maintenant, ils se présentent comme envoyés spéciaux. Donc pour le Sud-Caucase, ou et ils ont rajouté d'ailleurs une dimension dans leur mandat, ce qui est la dimension géorgienne, qui n'apparaissait pas avant. Donc c'est-à-dire que pour eux maintenant, voilà, la mission, c'est de trouver une solution pour l'ensemble du Caucase. Donc clairement, ce sont des subtilités, mais qui n'en sont pas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne se présente comme coprésident du groupe de Minsk. Alors, est-ce qu'on peut dire que... Irina souhaite qu'il revienne, mais est-ce qu'on peut dire qu'en l'état, notamment avec la guerre en Ukraine et la confrontation Russie-Occident, est-ce qu'on peut dire que toute solution qui dit que demain matin, ce soit au groupe de Minsk de gérer la chose, c'est pas possible? Écoutez, non, mais parce qu'on entend là aussi un certain nombre d'hommes politiques dire je demande à ce que demain matin le groupe de Minsk se réunisse, mais est-ce que ça a du sens? Non, alors d'abord c'est le discours qui est tenu par les autorités d'Artsakh et ils ont tort parce qu'aujourd'hui le groupe de Minsk il n'existe plus de fait. Maintenant il avait effectivement tous les mandats. Tout à fait. Il avait tous les mandats. L'ONU lui avait donné mandat, l'OSCE lui avait donné mandat, l'Union européenne lui avait donné mandat, donc ils avaient vraiment une position forte pour faire avancer les choses. Mais encore une fois, faut pas se leurrer. Le groupe de Minsk avait clairement accepté la réintégration du Karabakh à l'Azerbaïdjan. Voilà. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, la situation est un peu différente parce que il y a des éléments qui montrent que le but de l'Azerbaïdjan, c'est pas de conserver cette population, c'est de les expulser. C'est de les expulser d'une manière ou d'une autre. Et toute la stratégie juridico-diplomatique de l'Arménie, donc depuis que l'action a été engagée devant la Cour internationale de justice, c'est précisément de démontrer, sur la base de la Convention internationale contre l'élimination de la discrimination raciale, c'était de prouver que l'Azerbaïdjan a donc une politique de discrimination raciale et de haine qui ne peut qu'aboutir qu'à l'élimination de la population arménienne d'Artsakh. Voilà. Ça, c'est la stratégie. Mais encore une fois, cette stratégie aurait pu fonctionner s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, parce que on aurait pu défendre la thèse le concept de sécession-remède devant la Cour internationale de justice si jamais il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes dans ce sens que maintenant,
vous verrez aucun État occidental qui va accepter la sécession de remettre de l'Artsakh parce que le Donbass, parce que la Crimée. Voilà. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Moi, maintenant, ce que je voudrais parler, c'est un peu de l'avenir et de chacun d'entre vous. Quelles sont, non pas les solutions, il n'y a pas de solution miracle, mais en tous les cas, à votre avis, quels seraient les leviers juridico-diplomatiques qu'il faudrait faire actionner pour permettre à avoir une solution. On a beaucoup évoqué de ce qui s'est passé dans le passé, de leurs limites et de leurs points forts. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... quels seraient les leviers à pouvoir utiliser? Irina? Dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, la solution est en Arménie. Il y a une initiative qui s'appelle Hayakfe, ce n'est pas Hanrakfe, mais c'est Hayakfe, c'est un référendum arménien, qui est une initiative par différentes personnes, politiques, journalistiques, etc. Et c'est une initiative de faire voter à travers un référendum la pénalisation de l'approche de l'Artsakh en Azerbaïdjan et aussi la négation du génocide arménien. Donc ça vient de commencer, il y a un site internet hayakfe.am et aussi il y a un site Facebook. Mais c'est pas un référendum qui validerait un traité de paix. C'est parce que on rappelle, on l'a dit en début d'émission, ce serait autre chose encore. Toute décision qui concernerait l'Artsakh, du fait que les citoyens d'Artsakh sont des citoyens arméniens, devrait passer par une modification de la Constitution, donc soit par une voie parlementaire, soit par une voie référendaire. Mais en plus, tout changement du territoire souverain de l'Arménie doit passer par un référendum. Donc un traité de paix. Non, pas par le référendum. Il peut passer par le Parlement. Il faut qu'il y ait un référendum pour que ça soit validé par le Parlement. Alors, dans le cadre de Hanrakfe, il y a 50 000 signatures qui demandent que le Parlement valide. Si le Parlement dit non, il y a une autre étape, c'est 300 000 signatures qui valident une initiative constitutionnelle tout à fait légale qui va dans le sens de l'Artsakh ne peut pas être en Azerbaïdjan, Tigranachet ne peut pas être en Azerbaïdjan, etc. Vincent Nuret. Nous vivons une situation de chaos total où l'État azerbaïdjanais se contrefout du droit international, sauf lorsque le droit international lui permet de légitimer ses ambitions territoriales. Donc je crois que la fin doit justifier les moyens. Il faut poursuivre le processus diplomatique car il permet de retarder, à mon avis, par la discussion et la mobilisation de tous, par le temps consacré, donc permet de retarder l'irréparable. On sait que l'État azerbaïdjanais est capable du pire. Et il faut retarder cette issue. Et on retardera cette issue dans la mesure où chaque Français d'origine arménienne, pour parler de la France, apportera sa petite pierre à l'édifice, quelle que soit sa profession, déjà. Et puis mettra la pression sur l'actuel gouvernement, sur le président de la République, qui doit en permanence s'engager dans des processus de négociation, fussent-ils, vu de l'extérieur, dérisoires. Car la discussion permet de gagner du temps jusqu'à ce qu'à un moment donné, les choses soient susceptibles de s'améliorer étant précisées. J'ai déjà livré un témoignage. L'Arménie a ses poètes. Jean-Jacques Varoujan, Siamanto, Misak Manouchian, qui était poète et résistant. À mes yeux, Segomen Télérian est un poète. Monté Melkonian en est un autre. C'est-à-dire que nous sommes là pour assurer la prééminence du droit, la force du droit, jusqu'à ce que l'histoire, un jour, nous dicte une autre conduite. Rafik El-Fayhan. Alors, quelles seraient les voies de recours encore possibles? Alors, il y a deux aspects. Alors, vous avez carte blanche. C'est dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que vous feriez? Non, oui. Alors, premièrement, il faut savoir que tout traité de paix, effectivement, qui serait contraire aux termes de la constitution arménienne et donc de sa déclaration d'indépendance, ne peut pas être ratifié. C'est inscrit à l'article 116 de la Constitution, donc point 3. Les traités internationaux contraires à la Constitution ne peuvent être ratifiés. Voilà. Bon, ça c'est une garantie. Maintenant, est-ce que le pouvoir politique en Arménie
va trouver un moyen de contourner cet article constitutionnel. C'est ce que certains commentateurs disent. Mais on n'en est pas là, et en tout état de cause, le jour où ça arrivera, les noms de tous les parlementaires qui auront accepté ce compromis inacceptable, ils seront visibles. Donc, oublions ce passage-là, parce qu'on n'a aucun élément qui dit pour l'instant qu'on en arrivera là. Alors sur le plan plus stratégique, je pense qu'on en est toujours là. Moi, ça fait 3 ans que je le réclame, mais il est temps qu'il y ait un pacte de concordance nationale, qu'effectivement Pachinian doit accepter de partager le pouvoir avec toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques, et de même que les forces politiques d'opposition doivent accepter un pouvoir dans lequel Nicole Pachinian sera présent. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut faire. Pour éviter justement une guerre politicienne qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui, puisqu'on est en train de parler de survie pour l'Arménie. Troisièmement, une fois que ça est fait, on peut clarifier effectivement la stratégie de l'Arménie et de l'Artsakh, parce qu'aujourd'hui, la stratégie est totalement confuse. On a l'impression qu'il y a 2 stratégies différentes, 2 discours différents, et ça, c'est pas idéal pour aller négocier sur la scène internationale. Donc, voilà, en réalité, la solution ne peut être qu'interne, et ensuite tout le monde se mettra en ordre de marche. C'est clair. De toute façon, je pense que Nicole Pachinian et son équipe se retrouvent quand même assez isolés aujourd'hui. En tout cas, toute l'intelligentsia voit bien qu'on est dans une impasse et que on ne peut pas continuer comme ça. Bon, maintenant, c'est pas l'intelligentsia qui fait le vote populaire, mais bon, on ne peut pas non plus l'ignorer. Donc, voilà, il faut que les choses changent et vite, très très vite, parce que c'est vrai qu'on est au bord du chaos, et je peux vous dire que si on perd l'Artsakh, effectivement, demain, le sud de l'Arménie, vous pouvez oublier toutes vos activités concernant la cause arménienne en diaspora, parce que la cause arménienne, sans l'intervention de l'État arménien, elle est condamnée. On l'a bien vu, justement, à travers la relation entre l'Arménie et la Turquie. Enfin, je vous rejoins là-dessus, où on voit bien que ça va dépasser le cadre de l'Artsakh, puisqu'on en est à dire il ne faut plus que vous ayez l'Ararat sur votre drapeau, il ne faut plus que vous ayez de monuments consacrés à Soromon Tehlirian, il ne faut plus que machin. Donc, il y a aussi des exigences qui portent sur la cause arménienne, et l'Arménie ne défendra plus demain une reconnaissance internationale du génocide arménien. Oui, donc la reconnaissance, les réparations, tout ça, il faudra oublier, et c'est bien ce qui est en jeu, et pas seulement pour l'Arménie, mais c'est pour l'ensemble de la nation arménienne. Ça met en danger l'ensemble de la nation arménienne. Donc aujourd'hui, on a 2 solutions. Soit on accepte donc de camper sur les principes, et on refuse toute négociation. Soit on va être en permanence donc sous la pression à la fois de l'Azerbaïdjan, puis ensuite de la Turquie, pour abandonner toutes nos revendications nationales. Eh bien écoutez, messieurs, dames, alors Vincent Nuret. Juste un mot. Tout de même, l'Arménie n'est pas seulement un territoire, elle est dans nos cœurs. Oui. Et cette Arménie-là, personne ne pourra nous la retirer. Et si certains devaient commettre l'irréparable, eh bien, l'irréparable engendrerait l'irréparable. Nous ne céderons sur rien. Que les choses soient claires, nous ne sommes pas des moutons. Donc, Aliyev en prenne de la graine. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, merci à tous les 3. Donc, Rafik El-Fayyan, Irina Hovsepian, Vincent Nuret, merci pour cette émission qui, je pense, a beaucoup intéressé nos auditeurs. Et à la semaine prochaine pour un nouveau Carte sur table. Merci beaucoup.